Me voici venir avec l'histoire de la famille idéale. Ils sont le couple tous les deux médecins, ils ont 3 beaux enfants et vous avez l'impression que c'est là le symbole d'une vie réussie. Eh bien non, car une nuit, un incendie va se déclarer dans leur maison et 2 personnes vont malheureusement mourir. 2? Oui, mais lesquelles? Je vous raconte cette horrible histoire. Malheureusement, c'est parti. Commençons avec la mère, Deborah Green, née Jones. Elle est née le 28 février 1951. Deborah Green était la deuxième des 2 filles de Joan et Bob Jones à Havane, Illinois. Elle a montré une promesse intellectuelle précoce. Elle aurait même appris à lire et à écrire à l'âge de 3 ans. Ceux qui la connaissaient à l'époque l'ont décrite comme quelqu'un qui allait réussir dans la vie. Mais vous allez voir que parfois l'intelligence ne rime pas avec le bon sens. Deborah a fréquenté l'université de l'Illinois à partir de l'automne 1969, où elle va d'abord étudier la chimie. Bien qu'elle ait eu l'intention de poursuivre son ingénierie chimique en tant que carrière, elle va changer d'avis et se diriger vers la médecine urgentiste, puis va obtenir son diplôme. Et c'est là, lors du premier cycle de la médecine, qu'elle va sortir avec M.J. Green. Il est ingénieur. Ils vont se marier en 1974, mais malheureusement, après avoir vécu des années ensemble, ils vont divorcer. Car oui, pendant que Deborah est donc mariée, elle va rencontrer un autre homme. Deborah va rencontrer Michael Farrar, étudiant en médecine comme elle. Là, c'est le coup de foudre pour Deborah. Michael, lui aussi, va être frappé par l'intelligence et la vitalité de Deborah. Il est totalement happé, il est sous son charme. Et d'ailleurs, elle-même, Deborah, va estimer que Michael était une présence stable, il est fiable, tout à l'inverse d'elle qui pique des crises de colère, casse des objets, elle s'énerve pour un oui, pour un non, elle a un caractère, alors là, plus que volatile. Malgré ce caractère volatile, le couple va se marier le 26 mai 1979. Au début des années 1980, ils vont vivre dans l'Ohio. C'est alors qu'ils vont avoir leur premier enfant, Timothy. Il est né le 20 janvier 1982. Après 6 semaines de congé maternité, Deborah est revenue en hématologie et oncologie. 2 ans plus tard, elle aura un deuxième enfant, Kate. Pendant ce temps, le couple Deborah et Michael vont continuer leurs études, finir leur diplôme et obtenir tous les 2 leur diplôme de médecine. Après 1 an, Deborah a voulu avoir son propre cabinet privé, elle voulait être autonome. Ce cabinet va prospérer jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte une 3e fois et prenne congé pour un 3e congé maternité. Le 3e enfant du couple s'appelle Kelly et elle est née le 13 décembre 1988. D'après tous, c'est-à-dire la famille, les amis, tout le monde s'accorde à dire que Deborah est une très bonne mère, qu'elle aime ses enfants et elle les emmène à toutes sortes d'activités selon les goûts de chacun. En 92, elle a abandonné sa carrière de médecin à cause de douleurs horribles. En effet, Deborah a énormément mal à son poignet, elle a tout le temps des douleurs, ce qui l'handicape énormément au quotidien puisqu'elle ne peut plus facilement s'habiller toute seule, ouvrir des boîtes de conserve, des bouteilles et en plus elle a d'énormes migraines à la tête qui l'empêchent quotidiennement de vivre normalement comme toute femme. Elle va quand même travailler à temps partiel dans une maison de planning familial en tant que médecin. Eux tous, ses collègues, les professionnels de santé qui ont travaillé avec elle, diront que pendant cette période, elle était comme froide, distante envers eux, mais distante aussi envers ses patients et en plus, elle montrera un comportement complètement obsessionnel pour son mari. Elle veut tout le temps savoir ce qu'il fait, où il est, elle n'a qu'un mot à la bouche, Michael, Michael, Michael. Et puis, suite à ses douleurs au poignet et ses migraines, son mari affirmera plus tard qu'elle s'était auto-médicamentée. C'est plus facile, elle est médecin et elle va prendre énormément de médicaments augmentant sans cesse les doses. Et là, c'est le moment parce que notre histoire va totalement dégénérer et basculer dans l'horreur. Donc, abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait, tu mets pause, tu t'abonnes parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider. Reprenons.
Son mari dira que plusieurs fois il a essayé de la confronter avec ses problèmes concernant son addiction aux médicaments et à chaque fois elle disait qu'elle arrêterait pour lui faire plaisir et puis pour qu'il la laisse tranquille et à chaque fois elle reprenait. Déborah était totalement accro aux médicaments. Pendant ce temps-là, leurs 3 enfants étaient tous engagés dans des activités à l'extérieur de la maison. Par exemple, Timothy jouait au football et au hockey sur glace, tandis que Kate, elle, 10 ans, était une petite ballerine. Pendant ce temps, le père, Michael, passait tout son temps au travail et pour une bonne raison, il voulait éviter les crises de violence de Déborah, il voulait éviter les disputes. Donc il n'a trouvé qu'une solution, c'est passer le maximum de temps à l'extérieur de la maison. Pendant ce temps, Déborah, elle, accompagnait les enfants à l'école et à toutes leurs activités sportives. D'ailleurs, certains parents diront que Déborah poussait trop ses enfants à être toujours le meilleur, toujours le plus fort dans les activités sportives et qu'elle était vraiment très dure et ne laissait rien passer et ça brisait le cœur des autres parents qui après tout pensaient que quand on va faire du sport, c'est d'abord pour s'amuser et se dérouiller, avoir une activité physique. Non, elle, Déborah, elle prenait ça très au sérieux. Et là, le mari, Michael Farrar, a admis que le mariage n'était pas idéal, qu'ils ne s'entendaient pas vraiment bien et que Déborah avait trop de crises de nerfs. Nous sommes en 1990. Il dira même que ni l'un ni l'autre n'avait jamais exprimé à l'oral son amour l'un pour l'autre, même au tout début du mariage. Michael a raconté que Déborah semblait tout le temps en colère, et parfois la colère allait si loin qu'elle s'était même blessée. Mais elle s'en fichait de savoir quand elle piquait ses colères s'il y avait des témoins ou non. Toutes ces colères pouvaient arriver en privé ou en public, elle était en furie. Imaginez donc cette vie de famille où tout le monde cohabite ensemble dans une magnifique maison, où les parents sont médecins, où la mère est épuisée parce qu'elle a mal physiquement, qu'elle pète des plombs et qu'elle devient hystérique jusqu'à se blesser elle-même et puis de toute façon elle est dépendante aux médicaments. Et un mari qui se sent totalement isolé et qui passe la majeure partie de son temps à l'extérieur. Puisque le couple ne s'entendait plus, Déborah a agi en traitant les enfants comme de petits adultes. Elle leur racontait tout le temps des histoires abracadabrantes sur leur père, mettant leur père en porte-à-faux et faisant passer leur père pour un horrible personnage. Elle essayait de monter la tête aux enfants. Manipulés dans leurs opinions sur leur père, les enfants ont commencé à ressentir du ressentiment pour Michael, au point que le fils Timothy et son père ont eu des altercations physiques alors qu'ils n'avaient que 11 ans. Et là, trop c'est trop. En janvier 1994, Michael décide de demander le divorce à Déborah. Il a quitté la maison familiale et les deux vont partager la garde et rester en contact. Et là, étonnement, Michael décide de revenir avec Déborah à une condition, ils doivent trouver une beaucoup plus grande maison pour éviter de trop se croiser, pour éviter d'être l'un sur l'autre et je crois pour éviter à Michael de subir les crises d'hystérie de Déborah. Donc c'est la condition, ils doivent trouver une plus grande maison. En mai, après 4 mois de séparation, ils vont faire une offre pour une maison avec 6 chambres à coucher à Prairie dans un village au Kansas. Mais tout va revenir en arrière et la vente ne sera pas conclue. En effet, ils ont énormément de dettes, la famille dépense beaucoup plus qu'elle ne devrait et le crédit à la banque va leur être refusé. Car le couple a de grosses dettes d'argent, des centaines de milliers de dollars, malgré qu'ils soient tous les deux dans le médical. Ils restent donc tous dans la première maison. Ils vont donc tous rester dans la première maison, et cette maison, un beau jour, va prendre feu. La maison est en feu, mais heureusement la famille était à l'extérieur. Les enquêteurs d'assurance ont appris par la suite que l'incendie était causé par un court-circuit électrique d'un cordon d'alimentation. Bien que la maison soit réparable et que l'assurance habitation du couple ait payé les dommages et les biens perdus, le couple a décidé qu'il fallait passer à autre chose.
Deborah et ses enfants se retrouvent donc à la rue et Michael, dans sa grande gentillesse, et puis c'est normal, il ne va pas laisser les enfants dehors, décide d'accueillir mère et enfants dans l'appartement qu'il avait pris lors de leur séparation et tout ce petit monde va cohabiter dans l'appartement de Michael. Malgré cette proximité, le couple va tout faire pour essayer de ne pas se disputer. Il faut essayer de vivre avec cette proximité. Mais les améliorations n'ont duré que quelques mois et à la fin de 1994, Deborah et Michael étaient tous les deux retombés dans leurs vieilles habitudes de dispute et le mariage est à nouveau en difficulté. Craignant une autre confrontation avec Deborah et impatient de faire un voyage au Pérou, en effet, toute la famille a prévu de faire un voyage au Pérou en 1995, père, mère et les 3 enfants, et Michael décide qu'il demandera le divorce à Deborah une fois que le voyage sera fait pour ne pas gâcher ce beau voyage en famille. Au retour, Michael finira par demander le divorce en juillet 1995. Entre août et septembre 1995, Michael est tombé violemment malade à plusieurs reprises. Et malgré de nombreuses hospitalisations, on ne trouve pas ce que Michael a. Michael souffre énormément, il est extrêmement malade. Comme je vous l'ai dit, il va aller plusieurs fois à l'hôpital et faire des examens. On ne sait pas pourquoi Michael est malade. Et oui, ces médecins n'ont pas pu identifier la source de sa maladie. Et là, la stabilité émotionnelle de Deborah se détériore de plus en plus et en plus des médicaments, elle commence à boire. Pourtant, elle a toujours la garde de ses enfants. Et la rebelote, vous n'allez pas y croire. Le 24 octobre 1995, toute la famille avait emménagé dans la nouvelle maison de leur rêve et cette nouvelle maison en pleine nuit va prendre feu. Le 24 octobre 1995, la maison familiale où, puisqu'ils étaient séparés, habitaient seulement Deborah et les enfants, a pris feu. Cathy et Deborah se sont échappés sans préjudice, mais malgré les efforts des pompiers, leurs 2 enfants furent emportés par les flammes. Timothy et Kelly Farrar sont morts dans l'incendie. Kate, elle est vivante. Elle s'est échappée en grimpant sur le toit du garage et en sautant en lieu sûr. Mais l'enquête va montrer 2 choses. De 1, que le mari, Michael, était en fait empoisonné à l'huile de ricine. Ce sont de petits haricots et ça s'appelle de l'huile de ricine et c'est hautement empoisonné. De 2, que dans toute la maison, il y a des traces de liquide inflammable, donc c'est un incendie criminel. Et avec cet empoisonnement, vous comprendrez que pendant tout ce temps, ce pauvre Michael qui se tuait au travail était en plus en train de mourir à petit feu par du poison qui lui était donné à son insu. Dans un premier temps, Deborah, elle va être suspectée, interrogée, puis relâchée du commissariat. Comme la maison familiale avait brûlé, elle n'avait nulle part où aller. Elle va demander à son mari de la prendre dans son appartement. Alors lui, il va refuser tout de suite. Faudrait peut-être pas non plus le prendre pour un jambon. Il a été empoisonné, la maison a brûlé, c'est la 2e maison. Cette fois-ci, enfin, Michael dit non. Il ne veut pas de Deborah chez lui. Tout de même, dans toute sa gentillesse, bien qu'il ait refusé de la laisser rester dans son appartement, il va lui donner de l'argent et elle va louer une chambre dans un hôtel local. Puis, elle sera admise contre son gré à l'hôpital pour un traitement de dépression bipolaire majeure avec des pulsions suicidaires. Ensuite, lors d'un interrogatoire au commissariat, elle va croiser Michael dans le couloir, elle va l'insulter et lui cracher dessus. Enfin, lors de son arrestation le 22 novembre 1995, Deborah Green a été accusée de 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré, de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre au 1er degré et d'un chef d'accusation d'incendie criminel aggravé. Elle a été détenue avec une caution de 3 millions de dollars, ce qui est une somme vraiment énorme. Elle va maintenir son innocence tout au long des motions préalables au procès et même lors de l'audience de cause. Cependant, lorsque les propres enquêteurs de la défense ont vérifié la force des preuves médico-légales contre Deborah Green, elle a accepté un plaidoyer d'Alford à toutes les accusations.
Le 30 mai 96, elle a été condamnée à 2 peines simultanées de 40 ans de prison, mais Green, elle va demander un nouveau procès à 2 reprises. Sa première demande sera basée sur une allégation d'avoir été rendue incompétente pour la négociation de plaidoyer par des médicaments psychiatriques qu'elle prenait au moment de ses audiences. Et à la seconde, qui a été refusée par un juge, elle a affirmé que les preuves utilisées pour la condamner pour un incendie criminel étaient obsolètes maintenant car il y avait énormément d'avancées scientifiques et qu'il fallait recommencer. Ces 2 demandes vont être rejetées. Et pire encore, lors du procès, Deborah Green accusera Tim le fils d'avoir empoisonné son père avec la ricine et que ce serait même lui qui avait mis le feu. Mais lui, Tim, à l'époque, avait 12-13 ans, pourquoi aurait-il fait cela? De plus, les voisins, bien que leurs soupçons étaient d'abord mis en évidence sur Deborah, ils vont accuser tout un tas de personnes. Les voisins vont s'accuser entre eux, vont accuser les enfants. Les policiers ont eu toutes sortes de témoignages par les voisins qui se transforment dans cette histoire comme des corbeaux malveillants. En tout cas, cette mise en lumière sur Tim permet d'échapper à la peine de mort pour Deborah, car un doute aussi minime soit-il ou même non justifié sème le trouble dans l'esprit des jurés. Elle, Deborah, des mois plus tard, ne redescend pas, elle n'a aucun amour et aucune compassion pour ses enfants et elle-même, elle accusera Tim d'avoir voulu tuer toute la famille. Heureusement, elle est emprisonnée à l'établissement correctionnel de Topeka, à perpétuité et au minimum parce qu'elle a déjà demandé à sortir mais ça a été refusé. La prochaine sera quand elle aura 84 ans. Elle est donc dans l'établissement correctionnel, comme je vous l'ai dit, de Topeka. Elle a donc déposé une 2e demande de procès qui a été refusée en 2005. Et elle aura bien le temps, j'espère, avec toutes ces années de prison, de repenser à ces 2 enfants malheureux laissés dans les flammes. Quant à Kate, elle, bien sûr, elle est retournée dans sa famille paternelle. Voilà, cette horrible histoire avec ces 2 enfants partis dans les flammes est terminée. Bon, d'abord, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi si tu ne trouves pas cela complètement dingue quand des médecins s'automédicamentent et se prescrivent tout un tas de médicaments et deviennent totalement accros. Alors au départ, ça part sûrement avec des simples douleurs et puis ça s'empire et ils sont complètement accros à ces substances. Dis-moi si c'est vrai. Dis-moi si tu ne trouves pas que c'est vrai, chaque métier a ses avantages, mais là du coup l'automédication, cela ne devient plus un avantage, mais bien pour Deborah, une drogue. Dis-moi aussi là, la Deborah, là, cette sale mère, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi tu es de la team et tu penses que c'est le fils qui a voulu tuer toute la famille, ou est-ce que tu penses comme moi que c'est bien la sale mère Deborah, mais c'est une cauchemar de cette mère, mais vraiment c'est une sale femme, mais quelle horreur, tout ce qu'elle a fait subir à sa famille, l'instabilité psychologique et émotionnelle, la prégnance de faire croire aux enfants tout un tas de choses sur le père, ce père qui vaille que vaille reste pour les enfants, toutes ces crises d'hystérie, elle se blesse elle-même et au final c'est 2 maisons qui vont brûler avec la 2e maison où malheureusement les flammes vont lui prendre 2 enfants et je pense que cette horrible femme est responsable de tout ça. De toute façon, tout ce que je vous ai raconté toutes les années l'ont plus ou moins prouvé. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que cette femme, si elle a fait cela, elle est mais vraiment horrible, cette femme. Je ne vais pas m'énerver et comme d'habitude avec toutes mes histoires, je vous ai bien remonté le moral, mais en tout cas, vous en conviendrez pour ces 2 maisons brûlées, laissez-moi un emoji maison. A few moments later. Un emoji maison et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Mais du coup, moi, je voulais vous remercier pour toutes vos rigolades dans les commentaires sous chacune de mes vidéos, pour votre soutien à ma chaîne, pour vos abonnements. Il faut t'abonner si tu ne l'as pas encore fait car plus de la moitié des personnes ne s'abonnent pas alors que ça ne vous coûte rien et moi, ça me donne tout. Si vous vous abonnez, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider. Je te le demande.
abonne-toi. Avec tout mon travail, j'ai plus de 200 vidéos à vous proposer, mais si je te manque quand même, tu peux me retrouver sur mon Instagram CécileStory1. Tu peux voir ces super vêtements, celui-ci là pour Halloween avec la citrouille, sous ma vidéo dans Shopping Boutique. Si tu as mal au ventre et que ta femme ou ton mari pique des crises, de 1, prends tes enfants, de 2, va chez le médecin faire des examens et pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois mes zigotos, mais prenez vraiment soin de vous, ça y est, on respire, les températures descendent un peu, mais moi je suis la plus heureuse du monde. Car j'adore, comme certains adorent le printemps, moi j'adore les demi-saisons et j'adore aussi l'automne parce que la nature change, la nature revêt des robes marron-orange, on respire après un été très chaud et j'adore prendre des petites tisanes, des chocolats, tous mes cafés, me mettre sous le plaid et regarder de jolis films. Donc toi aussi, prends soin de toi mon zig, mets-toi sous la couverture avec un chocolat. On est en ASMR. Je veux te détendre. Ouais. Et je t'embrasse. Et je te fais un gros bisou. Bye bye. Plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir quoi.